En 1999, dans le Nouveau-Mexique, la police recueille un étrange témoignage d'une femme qui raconte avoir échappé de justesse à son ravisseur. Mais ce qui s'apparente à une sinistre et énième affaire de séquestration va lever le voile sur une affaire beaucoup plus sordide, inquiétante, cauchemardesque. La police sera-t-elle en mesure de mener une enquête complète quand les victimes elles-mêmes sont incapables de se souvenir ce qui s'est passé? Pour le savoir, je vous invite à découvrir avec moi la terrible et effrayante affaire de la boîte à jouets, considérée comme l'une des affaires de crimes sexuels les plus horribles que l'Amérique ait jamais connues. Avertissement, certains passages sont susceptibles de heurter la sensibilité de certains auditeurs. Le Nouveau-Mexique, ses majestueux canyons, ses routes à perte de vue, ses cow-boys solitaires. Enclavé à l'extrême sud des États-Unis, il offre un paysage emblématique que chacun de nous a vu au moins une fois dans les films. Un monde à part entière, entre fantasmes westerniens et isolement géographique, en retrait avec ses 40 000 miles de plaine désertique. Dans le comté des Sierras vit une communauté d'un peu plus de 6 000 habitants, brassant différentes ethnies. Anglo-saxons, mexicains, afro-américains, amérindiens et asiatiques. Cette communauté ne se mélange pas, caractérisée par un racisme décomplexé dans les deux sens et en proie au chômage, à la violence et au manque de repères. Vous l'avez compris, à Sierra, les événements bizarres et malsains sont monnaie courante. Affaires de viol, rapt, crimes organisés, gangs de motards junkies, un savant mélange de crade et de désespoir. La police est accoutumée à intervenir chaque jour dans différents endroits de la région et les altercations sont quasi quotidiennes. Pourtant, rien ne l'a préparé à l'inquiétant appel téléphonique retransmis par une opératrice du 911 le 22 mars 1999. J'appelle à propos d'une jeune femme qui vient de fuir une maison où elle dit avoir été séquestrée et violée. Elle ne porte aucun vêtement, seulement un collier de chien au cou, relié à une chaînette cadenassée. Apparemment, elle a réussi à s'échapper après 3 jours de captivité. Cette femme s'appelle Cynthia Vigil. Elle a 21 ans et travaille comme prostituée. Brune, métisse, mince et jolie, elle a pourtant fini par tomber dans le cercle vicieux de la drogue, l'héroïne plus précisément. De soirée en soirée, entre deux passes, pour garder le moral, pour surmonter les difficultés du métier, pour se donner du courage et de l'endurance physique, Cynthia a tout expérimenté, encouragée par les amants de passage, les collègues et les michetons. Les dealers la connaissent tous. Il arrive que certains l'attendent près des toilettes pour femmes des bars qu'elle fréquente, tandis que d'autres la livrent parfois même à domicile. Malgré 2 overdoses qui ont failli lui coûter la vie, la jeune femme n'a jamais réussi à décrocher. L'héroïne est devenue sa raison de vivre, celle pour laquelle elle chausse ses escarpins et enfile ses barésilles chaque nuit pour aller tapiner. La drogue ôte toute dignité, toute fierté, toute humanité et anéantit les plus fragiles qui tombent dans ses filets. Cynthia fait partie de ces naufragés de la vie à qui rien n'a jamais souri. Comment a-t-elle atterri dans cette pièce sombre et cadenassée, attachée à un lit de camp crasseux, violée à répétition, battue, menacée? Elle n'en garde aucun souvenir. Par la suite, comment s'est-elle retrouvée en plein jour sur cette route goudronnée et déserte? Complètement nue, le cou enfermé dans un collier pour chien, les chevilles sanguinolentes et enchaînées. Elle l'ignore tout autant. Du moins les détails, comme si tout au long du processus de fuite elle était hors de son corps, comme dans un voyage astral. Qui va croire en son témoignage? Elle, prostituée et junkie, en proie au trou de mémoire et presque jamais sobre. Mais avant de vous conter le déroulement de l'histoire de Cynthia, nous allons revenir 2 ans en arrière, là où tout a commencé. Juillet 1996. Le bar est déjà archi-comble, et il n'est pas encore 18h. C'est une taverne quelconque perdue dans la Sierra, au décor mexicain un peu kitsch, où tous les loupards du coin se retrouvent pour boire et pour draguer. Kelly Van Cleve arrive en premier. Sur le coup de 21h, Kelly décide de reconduire une de ses amies ivres chez elle.
Cette dernière n'habite pas loin du bar. Kelly n'est pas motorisée, et comme l'autre est encore en état de marcher malgré tout, elles font le trajet à pied, s'arrêtant en chemin car elle a envie de vomir et d'uriner. Kelly Van Cleave revient toute seule au bar une demi-heure plus tard. Elle constate un peu déçue que toutes les autres sont déjà parties. Il n'en reste plus que Jessie Parker Ray qui, assise sur les genoux d'un grand brun, lui fait signe de s'approcher. Elle préfère cependant la laisser flirter tranquille et va s'installer un peu à l'écart. L'ambiance de fin de soirée est toujours un peu morne et tristounette. Craignant de se saouler et provoquer la colère de sa mère en rentrant, elle commande un coca qu'elle se met à siroter sans conviction. Vers 22h, Jessie lui lance « Chérie, tu veux que je te dépose chez toi ?» Oui, elle veut bien. Les deux amis s'installent dans le pick-up bleu ciel de Jessie. La voiture démarre, il fait déjà très sombre et la route est déserte. Elle roule pendant un long moment en silence. Mais au lieu de rouler dans la direction de la maison de Kelly, Jessie fait un revirement et prend la route de la propriété de son père à Elephant Lake, à l'autre bout du comté. « Je récupère d'abord quelque chose à la maison et je te ramène, » dit-elle. Le pick-up arrive dans une propriété vétuste à l'air peu accueillant. Le mot « propriété » est d'ailleurs un peu exagéré pour décrire ce lieu fait d'un ensemble de maisonnettes et de vieux camions à remorque, assemblés entre eux sur un terrain en terre battue. Deux Doberman se mettent à aboyer dès que la voiture de Jessie se gare devant l'entrée. « Tu descends ? » ?»« Oh non, je n'ai pas trop envie. »« Allez, on se prend un café rapidos et je te dépose après. »« Bon, d'accord. » L'intérieur jure avec ce qu'elle vient de voir. La maison lui paraît vaste, accueillante et bien éclairée. Le mobilier est assez simple et rustique et la cuisine ouverte donne sur un salon avec cheminée. Pourtant, elle paraît sans âme et n'a pas cette odeur caractéristique des lieux habités par des familles. Jessie Parker installe son amie sur le sofa. Puis elle disparaît, prétextant aller préparer du café. Kelly reste un long moment seule. Elle commence à s'impatienter, se lève, marche un peu, puis appelle Jessie à 2 reprises, sans réponse. Jessie finit par revenir, accompagnée. Un homme âgé mais athlétique et encore en grande forme, portant des moustaches blondes et une coiffure juvénile. Kelly ne sait pas quoi dire. Père et fille commencent à la toiser avec un regard étrange et franchement pas rassurant. La panique prend le dessus, surtout que l'homme sort un couteau et commence à la menacer de lui trancher la gorge. Les événements s'enchaînent, le duo prend le dessus sur la frêle jeune femme, lui met des menottes aux poignets et la tire hors de la maison, direction une caravane au fond du jardin. Kelly se débat en vain. Elle entend des aboiements féroces de chiens. L'homme à la moustache blonde la pousse sans ménagement à l'intérieur de la caravane. On lui met un collier de chien autour du cou. Puis Jessie, sa vaillante amie Jessie, lui attache les pieds à une table. « Jessie, mais qu'est-ce que tu fais ? Que veut dire cela ? Arrête, je t'en supplie, ce n'est pas drôle. » Effectivement, cela n'a rien de drôle. La dernière chose que Kelly voit de ce cauchemar est une grosse seringue remplie d'un liquide incolore que son ravisseur lui plante dans la cuisse. Elle tombe dans un sommeil profond. Kelly Van Cleave vient de tomber dans le piège de l'antre de la terreur, dont l'instigateur n'est nul autre que David Parker Ray, le père de son ami. David Ray Parker est né le 6 novembre 1939 à Belen, au Nouveau-Mexique. On ne sait pas grand-chose de son enfance, juste qu'il vient d'un foyer dysfonctionnel. Durant son adolescence, le jeune David souffre d'une timidité maladive et est très introverti avec les filles, ce qui lui vaut les moqueries des autres garçons. Alors qu'ils vivent toujours chez leur grand-père, leur père réapparaît et cherche à les voir. À chacune de ses visites, il ramène toujours des magazines pornographiques à contenu sadomaso destinés à son fils et qu'ils feuillettent ensemble. Chose pourtant invraisemblable dans l'Amérique pudibonde des années 50. David est hanté par les femmes qu'il voit dans ses photos en noir et blanc, vêtues de tenues en latex, armées d'un lasso et enfourchant des hommes nus à 4 pattes, à la manière des concurrents du rodéo qu'il avait l'habitude de voir dans les foires agricoles. David se fait connaître d'ailleurs grâce à ses talents de mécanicien, au point qu'on vante maintenant ses mérites dans le journal local, qui ne manque pas une occasion de lui faire de la bonne publicité. Il est très apprécié de son patron et de ses collègues
et est décrit comme quelqu'un de très sympathique, appliqué, utile, et n'hésitant jamais à offrir son aide. Le mécanicien se marie 4 fois. Des mariages chaotiques qui se soldent tous par des divorces. De ces unions naissent 2 enfants, un garçon et une fille prénommée Glenda Jean, qu'il surnomme Jessie et dont il est très proche. Père et fille sont très fusionnels et s'aiment beaucoup. Au début des années 80, David Ray Parker rachète un ranch insalubre à Elephant Butte, jouxtant le lac du même nom. Il passe tout son temps à le réaménager avec des matériaux de fortune, piochés sur son lieu de travail. Il est très habile de ses mains et fabrique tout lui-même. On ignore exactement quand son escalade dans le sadisme sexuel a réellement commencé. Toutefois, il continue d'être très friand des revues sadomasochistes. Il fréquente aussi les cinémas nocturnes pour visionner des films du même acabit. Mais cela ne lui suffit plus, et il décide de passer à l'action. C'est ainsi qu'au milieu des années 80, David Ray Parker commence à se faire passer pour un policier en civil pour piéger ses victimes. L'allure athlétique, l'air grave, les moustaches patriarches, il est crédible dans son rôle. Avec la minutie d'un chirurgien, il équipe sa voiture de fausses plaques, de rubans adhésifs et d'autres objets servant à faire passer son véhicule pour celui d'un policier. Et cela marche. En pleine nuit, il lui arrive d'accoster des prostituées au bord des routes, leur agite une carte de métier falsifiée et leur demande de le suivre au poste. Petit à petit, dans cet esprit malsain et sadique, des idées commencent à germer. David Parker Ray, tel Mr. Hyde, fantasme sur une chambre des tortures. Une chambre programmée pour tenir des jeunes femmes en captivité et en faire des esclaves sexuels. En 1989, il fait l'acquisition d'une caravane et consacre tout son été à l'équiper. Il dessine des plans, fait des croquis et met en place des modes d'emploi. Il achète graduellement des objets de torture sexuelle dans les sex shops spécialisés. Godemichés, fouets, menottes, mais aussi et surtout une table gynécologique. Au début des années 90, il perfectionne son matériel en installant 2 caméras vidéo et met en place un système d'insonorisation pour étouffer les bruits susceptibles de provenir de l'intérieur. L'emplacement même de la propriété et son caractère isolé facilitent beaucoup la tâche aux sadiques. Un lieu parfait pour garder en captivité des femmes sans éveiller les soupçons. La proximité du rivage d'Elephant Butte Lake joue aussi en sa faveur. Le lac est long de 700 km et d'une profondeur de 60 mètres, ce qui en fait la plus importante réserve d'eau douce de tout le Nouveau-Mexique, propice à couler des cadavres. La caravane de David Parker devient un peu son lieu de culte et de prédilection. Chaque soir, quand il rentre du travail, il y fait un tour pour vérifier que tout est bien en place. Il peaufine ses gadgets, s'inspire de ses talents de mécanicien pour en fabriquer de nouveaux, notamment une perceuse électrique où il fixe un pénis en latex. Il baptise la caravane The Toy Box, la boîte à jouets, ou encore Satan's Den, la tanière de Satan. Mais apparemment lassé de courser les travailleuses du sexe, il met sa fille Jessie dans la confidence. Un pacte est alors scellé entre eux et la jeune adolescente devient en quelque sorte la maquerelle de son père, celle chargée de lui trouver des filles à séquestrer et torturer. Pour quelle raison cette adolescente apparemment tranquille et sans histoire est-elle entrée de plein pied dans ce cercle infernal? On ne le saura jamais. L'amour qu'elle vouait à son père envers et contre tout peut bien être sa seule motivation. Exit les prostituées arrêtées pendant la nuit par le faux policier en civil. À présent que sa fille, et complice, se charge elle-même de trouver des proies, David se repose sur ses 2 oreilles. En juin 1997, Mary Parker, une amie très proche de Jessie, disparaît de la circulation. Elle est kidnappée et conduite chez le mécanicien pour devenir son esclave sexuelle. Mary Parker, 21 ans et mère de petite fille, est vue pour la dernière fois dans ce même bar où Kelly Van Cleve sera à son tour kidnappée 1 année plus tard. Droguée au pain total, Mary Parker subit à son tour l'enfer de la tanière de Satan.
Elle est enfermée pendant 2 jours sur une sorte de lit de camp, dans la chambre des tortures. Le 3e jour, tard dans la nuit, Dennis Yancey reçoit l'ordre de la tuer par strangulation. Ce qu'il fait. Yancey racontera plus tard à un officier de police. C'était une idée de David, la strangulation. Il a fini par me donner une corde pour le faire. Sa mort n'était pas rapide, elle résistait, puis elle s'est raidie et j'ai compris que ça y est. C'était fini. David Ray Parker menace de tuer son complice si jamais il raconte ce qui s'est passé cette nuit-là. Ils chargent le corps de Mary Parker dans le coffre du van de David et vont le jeter dans un endroit isolé de la plaine désertique. David Parker Ray continue de mener une vie normale pendant le jour, entretenant l'image d'un quinquagénaire tranquille, que tout le monde définit de bon voisin, d'excellent manœuvre et d'homme gentil et serviable. Pourtant, en kidnappant Cynthia Vigil, une prostituée paumée et droguée en 1999, il ignore que c'est le début de la fin. Quand cette dernière parvient à s'échapper par miracle de la caravane de Satan et contacter le 911, la police est immédiatement avertie. Pourtant, il y a déjà un obstacle de taille dans cette affaire. Les témoignages des travailleuses du sexe sont rarement pris en considération par les autorités. Le récit que fait Cynthia est étrange et perturbant et ne laisse personne de marbre. Elle raconte avec détail sa captivité, non pas dans la caravane, mais dans la maison même de David Parker Ray. Dès qu'elle est arrivée, on lui a ôté tous ses vêtements et on l'a placée sur un lit de camp. On lui a attaché les mains avec des menottes et on lui a mis une laisse de chien autour du cou. Au pied du lit de fortune, David Parker Ray a placé un seau pour qu'elle puisse y faire ses besoins. Durant ce séjour de cauchemar, Cynthia est droguée et violée à répétition plusieurs fois par jour. Elle n'a ni la force ni la volonté de repousser son agresseur. Au bout du 2e jour de captivité, elle a eu la nette impression que l'homme allait finir par la tuer. Elle, qui a survécu à 2 overdoses par le passé, ressent comme une féroce volonté de survie. Et c'est grâce à cela qu'elle a été sauvée. À la suite du témoignage glaçant de Cynthia, qui parvient à donner une description très détaillée de l'endroit, la police se rend sur les lieux. Elle est consciente cependant qu'un témoignage unique dénonçant les faits ne peut aboutir à quelque chose, d'autant plus que la victime était à l'époque toujours aux prises avec l'héroïne et avait des problèmes d'hallucination. Être entendue dans un tribunal se révèle comme un défi. La police a donc besoin de témoins additionnels. Sur place, ils découvrent un assemblage de caravanes vétustes et dépareillées, jointes et plantées sur un terrain aride entouré de ferrailles et de barbelés. Un ensemble hétéroclite qui leur donne rapidement un mauvais pressentiment. Comme ils n'ont pas de mandat de perquisition, ils préfèrent attendre le retour du propriétaire des lieux, qui se manifeste quelques heures plus tard. L'homme est âgé de 59 ans et ressemble à n'importe quel fermier des environs. La police l'arrête sur le champ, et David Parker Ray ne s'y oppose pas. Le lendemain, sa maison est mise sous scellé et l'enquête commence. Une enquête de longue haleine, reposant sur de bien infimes indices. Les enquêteurs entrent dans cet environnement malsain et macabre, fruit de l'imagination débridée du propriétaire. Première étape, la maison où règne un grand remue-ménage. La pièce principale avec le lit où Cynthia était attachée est sans dessus-dessous. Il y a là des fragments d'une bouteille cassée et un seau contenant des détritus de la captive renversés par terre. Sur une table en bois de chêne, il trouve des caissons remplis de sinistres gadgets sexuels à connotation sadomasochiste. Chaînes, fouets, garrots, menottes, mais aussi des illustrations explicatives en forme de mode d'emploi accrochées au mur et montrant des femmes nues, poings liés, en train de se faire torturer. Ce n'est qu'un avant-goût de ce qui va suivre, car rien ne préparait la police à ce qu'elle allait encore découvrir dans la caravane. C'est là où nous avons compris à qui on avait vraiment affaire. Quand vous voyez cela pour la première fois, vous en ressortez avec une sensation étrange dans l'estomac, comme si vous étiez malade. Tout dans cette caravane dénotait la peine, le désespoir et la destruction. Se souvient le capitaine Rich Lebisser de l'équipe d'investigation. Au milieu de cette chambre se dresse une grande et large chaise longue, semblable à celle qu'on en trouve chez les gynécologues.
Sur les étagères s'aligne du matériel chirurgical soigneusement étiqueté. Par terre, des perceuses électriques dont l'embout a été placé par de faux pénis en latex, agrémentés de faux ongles pointus. Plus bas encore, un large tuyau en plastique rehaussé de pincettes censé s'introduire dans le vagin ou l'anus de la victime. Avec ses connaissances en mécanique, Parker bricolait lui-même ses outils pour en faire des gones michées de son invention. Sur la table de consultation se trouve un écarteur de cheville qui lui permet de mettre sa victime dans la position qu'il souhaite. Sur le mur du fond, il y a des répliques d'images sadomasochistes comme celles trouvées dans la maison. Les policiers collectent un nombre important de pièces à conviction, notamment des sous-vêtements, chaînettes, anneaux, bijoux, tous appartenant aux victimes. Après plusieurs heures de perquisition, ils déduisent que tout ici a été pensé pour accueillir le maximum de captives. L'une des choses qui attire leur attention est sûrement la présence de 2 caméras installées par David Parker Ray, afin de filmer ses victimes lors des séances de torture. Et qui dit caméra, dit forcément cassette VHS. Les policiers fouillent tous les recoins de la caravane mais ne les retrouvent pas. Ils retournent à la maison et finissent par les répertorier dans une commode placée entre la cuisine et le salon. Il y en a une centaine environ, alignés, datés et étiquetés. Littéralement stupéfaits par ce qu'ils viennent de voir, les policiers passent et repassent la vidéo en boucle, dans l'espoir de saisir les traits de la victime et tenter d'en faire un portrait robot. Mais l'image est beaucoup trop floue pour qu'on puisse en tirer quelque chose. Ils remarquent que le seul trait significatif est un grand tatouage sur la jambe gauche de l'inconnu. La seule solution pour tenter de percer le mystère de cette femme est d'envoyer la cassette au FBI pour qu'elle subisse une amélioration de la qualité. Ce n'est qu'après ce processus que l'image de la mystérieuse captive est finalement envoyée aux médias dans le cadre d'un appel à témoins. Quelques jours après sa diffusion, une femme se présente au poste de police, affirmant qu'il s'agit de son tatouage que l'on voit dans l'extrait vidéo. Kelly Van Cleef. Mon tatouage était unique. Son dessin ne ressemblait à aucun autre. Je doute que quelqu'un d'autre puisse en avoir un de semblable. Kelly Van Cleef n'a aucun souvenir de ce qui s'est passé pendant sa captivité et ne comprend pas comment le FBI possède une image de son tatouage. Le capitaine Rich Libisser a la lourde tâche de lui raconter ce qui s'est passé dans la boîte à jouets et le supplice que lui a fait subir David Parker Ray. Kelly Van Cleef raconte « Avant d'être contacté par le FBI, je faisais toujours des cauchemars où je me voyais attaché à une table, les mains menottées. Cette cassette m'a effrayé. C'est quand la police fédérale a appelé que j'ai compris que ce n'était pas juste de mauvais rêves, mais la réalité. » Au fur et à mesure des interrogatoires et encouragée par une psychologue de la police et un hypnotiseur, la jeune Kelly finit par se souvenir par bribes les sinistres événements. Elle n'a gardé aucun souvenir postérieur. Sa présence au bar, quand elle a raccompagné l'une de ses amies chez elle, comment elle est retournée toute seule et quand Jesse Parker Ray a proposé si gentiment de la raccompagner avant de la jeter en pâture à son père. Pendant plusieurs mois encore, il joue avec les nerfs de l'équipe d'investigation qui découvre un homme vicieux, cruel, sadique, sous des dehors de sexagénaires tranquilles. L'ancien mécanicien raconte qu'il a harcelé sexuellement des filles depuis ses 15 ans et qu'il rêvait de les attacher et de les torturer. Cette seule idée lui donnait un orgasme. Depuis que j'ai commencé à enregistrer ma voix sur dictaphone, j'avais déjà kidnappé 37 femmes pour les raisons citées précédemment. 37 femmes ? Oui, entre 1988 et 1999. Que sont-elles devenues ? David Parker Ray fait durer le suspense, puis finit par évoquer vaguement des tendances criminelles qui l'avaient tourmenté pendant un moment, lorsque les femmes devenaient trop encombrantes et qu'il fallait s'en débarrasser. Il devient évident que David Parker Ray n'est pas seulement un maniaque sexuel, mais aussi un serial killer prolifique et très dangereux. Cette évidence est clairement démontrée dans l'un des extraits de ses enregistrements sonores. Tu es un bien consommable, un bien périssable, mon bien périssable. Dit comme ça paraît cru et froid, mais crois bien que je n'hésiterai pas une seconde à te trancher la gorge. La mort revient beaucoup dans les enregistrements de David, dans ses écrits, dans ses dessins, où tout tourne autour du morbide.
Persuadée que des cadavres de femmes sont dissimulés un peu partout dans la région de la Sierra, la police finit par mettre la main sur un plan d'Elephant Butte Lake dans la maison du suspect. Le plan du lac est marqué avec des X au feutre rouge. Dans la foulée, elle apprend aussi que Parker Ray possède un bateau esquif avec un équipement de plongée. Beaucoup de ses anciens collègues de travail attestent qu'il connaît très bien le lac dans ses moindres recoins, là où l'eau est la plus profonde. Il avait aussi accès à plusieurs endroits reculés de la région. Ceux qui, en temps normal, sont interdits au grand public, lui pouvaient y entrer sans problème. La police judiciaire de la Sierra envoie dans un premier temps une expédition composée de plongeurs afin d'explorer les eaux d'Elephant Butte. Elle espère ainsi qu'un ou plusieurs corps de victimes postérieures pourront être répertoriés dans les profondeurs de l'étendue lacustre. Il y aura en tout 3 expéditions de plongée, mais aucun corps ne sera localisé. Les recherches se poursuivent par la suite dans tout le Nouveau-Mexique, se concentrant dans les sites isolés et rarement fréquentés, tels que les grottes, les mines souterraines et les puits asséchés. En vain. Aux grandes dames de la police, gagnée par le découragement et la population en proie à la terreur, aucun cadavre n'est répertorié. L'accusation contre David Parker Ray repose désormais sur de fragiles éléments avec seulement 2 victimes connues aux souvenirs embrouillés. Plus le temps passe et plus la police doit se rendre à l'évidence. Tant qu'il n'y a pas de cadavre, le sadique sexuel a de fortes chances de s'en tirer sans trop de grief, voire carrément d'être relâché. Autre point qui risque de peser en sa faveur. Il ne possède pas de casier judiciaire et tous ceux qui l'ont côtoyé, aussi bien au travail que dans le privé, vantent ses mérites et parlent d'un homme amical, travailleur, honnête, gentil et aux petits soins pour ses enfants. Impossible de concevoir qu'il kidnappait et torturait des femmes pendant son temps libre. Et puis, l'un de ses anciens complices finit par se manifester. Dennis Yancey a travaillé par le passé en qualité d'homme à tout faire pour David et sa fille Jessie, avant de devenir son homme de main et celui chargé de se salir les mains. Yancey dresse le portrait d'un homme dangereux qui lui aurait avoué avoir kidnappé et assassiné près d'une 60aine de femmes entre l'Arizona et le Nouveau-Mexique pendant la deuxième moitié des années 80. Sur la demande de David, Yancey a assassiné de sang-froid la jeune mère de famille Mary Parker pendant l'été 1997. En 2001, soit 2 ans après le témoignage de la dernière victime Cynthia Vigil, David Parker Ray est condamné pour acte d'enlèvement et de torture sexuelle. La première audience se solde par une annulation de procès, et ce n'est que lors du 2e procès qu'il est condamné à une lourde peine, soit 224 années de réclusion criminelle. Dennis Yancey est condamné en 1999 pour le meurtre par strangulation de Mary Parker. Il est remis en liberté conditionnelle en 2010, après 11 ans passés derrière les barreaux. Glenda Jean Parker Ray, ou Jessie, la fille de David, est condamnée pour sa part à 7 ans de prison ferme pour rapt et association de malfaiteurs. Une autre complice du nom de Cindy Handy, qui était brièvement mariée à David Parker Ray pendant un moment, est condamnée à 30 ans de prison en 2000. Elle est remise en liberté en juillet 2019 pour bonne conduite. David Parker Ray décède en 2002, soit 2 ans après sa condamnation. Sa mort précipitée obligera le FBI à arrêter les recherches. Il aura passé en tout 44 ans entre les mailles du filet, jouant de sa réputation sans tache d'honnête ouvrier et de père de famille aimant pour éloigner les soupçons de la police. Cette longue période de répit lui a laissé une grande marge pour agir, concrétiser et mettre en pratique ses vices les plus sordides avec un perfectionnisme obsessionnel. Ses victimes connues et toujours en vie, notamment Cynthia Vigil et Kelly Van Cleve, devenue Garrett par son mariage, témoignent encore aujourd'hui de leur mésaventure dans l'antre de Satan. Cynthia Vigil, qui a depuis réussi à sortir des gouffres de son addiction à la drogue, n'exerce plus le métier de prostituée. Aujourd'hui, c'est une femme apaisée qui a préféré tirer un trait sur son douloureux passé. Je pense que David nous a involontairement protégés en nous droguant lors des tortures. Je lui suis reconnaissante au moins pour cela, d'avoir effacé tout souvenir de ma mémoire. Autrement, je ne sais pas si j'aurais pu survivre en étant consciente de ce qu'il me faisait. Kelly Garrett s'est mariée et est mère de 2 enfants,
Elle vit aujourd'hui dans le Colorado. Nous sommes à la fin de notre émission du jour. N'hésitez pas à écouter les autres émissions du podcast et à prendre 5 secondes pour nous laisser un 5 étoiles sur iTunes. C'est vraiment très important pour nous. Vous pouvez aussi vous abonner pour ne pas rater les prochains épisodes et nous suivre sur Facebook pour nous en proposer de nouveaux. Merci et à bientôt.